Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup, d'être présents, d'être parmi nous. Je suis, très fière et très honorée de vous accueillir, aujourd'hui dans nos nouveaux locaux. Alors ça fait 18 mois que nous sommes installés, mais ça reste nos nouveaux locaux chez Gide. Très honorée, disais-je, d'ouvrir, les portes pour recevoir, ce colloque sur, les évolutions et les adaptations du droit, des investissements et de l'arbitrage en Afrique. Comme vous le savez peut-être, Gide et le continent africain, c'est une longue histoire. Ce sont des liens qui sont forts et qui sont anciens. Nous avons 4 bureaux sur le continent. Euh, c'est alors en Afrique du Nord, Alger, Casablanca, Tunis et Le Caire depuis 2018. Et ces bureaux sont aussi une passerelle pour travailler plus généralement sur toute la zone du continent africain, en particulier dans les pays francophones. Gide, c'est également l'accompagnement depuis de très nombreuses années de différents gouvernements dans leurs réformes réglementaires et institutionnelles, notamment dans le domaine minier. Et c'est également la représentation d'un certain nombre d'États ou d'entreprises étatiques sur le continent dans la résolution de leurs différends. C'est donc tout naturellement que nous avons répondu positivement à la proposition de l'Académie africaine pour la pratique du droit international de co-organiser ce colloque aujourd'hui. Cette journée d'études s'inscrit bien évidemment dans un contexte particulier marqué par d'importantes initiatives réglementaires et institutionnelles et par d'importantes mutations actuellement en matière de droit des investissements et de règlement des différends en droit des investissements, et notamment en Afrique. Je ne dirai que quelques mots sur les sujets qui vont être abordés au cours de cette journée et qui seront ensuite présentés en détail par les différents membres des panels. Tout d'abord, et c'est une évidence, on ne peut pas ne pas parler des conséquences et des suites qui vont être données à l'entrée en vigueur en mai dernier de l'accord concernant la zone de libre-échange continentale africaine qui a été à l'initiative de l'Union africaine. On parlera probablement des textes qui ont déjà été adoptés et de ceux qui sont en cours d'élaboration, notamment le protocole en matière d'investissement. Et donc, une partie de cette matinée sera consacrée à ces sujets et nous entendrons respectivement messieurs Guy Fleury-Ntouari de l'Union africaine et monsieur Prudence Sepaïdi, également membre du département du commerce et de l'industrie de l'Union africaine. Le reste de la matinée sera consacré plus généralement au droit des investissements et plus particulièrement à son évolution concernant le continent africain, avec l'intervention de M. Abriani, qui est conseiller au sein du CIRDI, et de ma consoeur, maître Sadia Bati, qui est avocate au cabinet Gide dans notre équipe au bureau de Londres, et qui traitera pour sa part de l'africanisation du droit de l'investissement, notamment dans le cadre des négociations de la nouvelle génération de traités de protection des investissements ou encore dans le cadre du code panafricain. Et nous aurons également un focus particulier sur le rôle des autorités de désignation dans l'arbitrage d'investissement avec une discussion par M. Cockroger qui est membre de l'OCDE. Après une pause pour le déjeuner, nous poursuivrons notre journée en commençant une seconde table ronde consacrée, elle, aux mutations de l'arbitrage en Afrique et qui sera animée par Madame l'ambassadrice Ngem, aujourd'hui conseillère juridique de l'Union africaine. Ces mutations, vous le savez, sont nombreuses. D'abord, sur le fond, avec un rétrécissement entre la frontière entre les questions de droits de l'homme et l'arbitrage international. Et ce sera l'objet de l'intervention de M. Areli Mana, qui est président de l'Académie africaine pour la pratique du droit international, ou encore par l'appréhension par les instruments de règlement des différends liés au changement climatique en Afrique. Et ce sera l'objet de la présentation de monsieur le professeur Boukongo, qui est professeur à l'université
catholique de Yaoundé. Les mutations que nous connaissons touchent également les méthodes de règlement des différends, et ce sera dans le cadre de cette deuxième table ronde l'occasion de dresser un premier bilan des réformes qui sont intervenues depuis 2017 dans le cadre de l'OHADA avec les réformes sur la CCJA. Et M. Narcisse Saka, qui est le secrétaire général de la CCJA, nous en dira un mot. M. Aurélien Zuber, conseiller à la CCI, dressera un bilan de l'arbitrage sur le continent en Afrique, arbitrage CCI. Et enfin, nous aurons le professeur Ben Hamida qui viendra et qui nous interrogera sur les réformes engagées concernant l'arbitrage d'investissement au vu du bilan actuel sur ce sujet. Nous terminons notre journée par une troisième table ronde que j'aurai l'honneur de modérer, dont l'objectif sera de présenter les nouveaux acteurs de l'arbitrage international. Vous y entendrez Madame Anna Joubin-Bray, qui est secrétaire de la CNUTSI et qui fera une présentation des perspectives du projet de réforme engagé en matière de règlement des différends relatifs aux investissements, en espérant que celui-ci réponde au mieux aux critiques parfois fondées, parfois moins, sur les procédures de règlement des différends. Nous ferons également un point sur les acteurs émergents dans cette matière sur le continent africain, notamment avec l'intervention de Madame Dalia Hussein du Kersika et de Monsieur Massingo, qui est secrétaire général du Centre d'arbitrage de Kigali. Enfin, Madame Marie-Camille Piton nous présentera le projet OHADAC sur la zone Caraïbe, et ces derniers développements, ou plutôt ces futurs développements, que je lui laisserai évidemment l'honneur de présenter en fin de journée. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sera une journée assez riche, assez longue. Donc, je vais m'arrêter là pour mon intervention pour laisser immédiatement la parole aux propos introductifs de Monsieur le ministre Konaté, si vous voulez bien. Mesdames et messieurs les participants, honorables invités, il était tout simplement un roc, un bloc de puissance intellectuelle et une force de courage et de pugnacité dans l'analyse des faits et des phénomènes qui mettent à mal l'évolution et la dynamique de développement dans un continent qu'il n'avait de cesse d'examiner et de scruter avec le regard de professeur de droit qu'il était, et de droit public, et même de droit public international. Il était doux comme un agneau avec ceux-là qu'il écoutait, qu'il entendait, et qu'il finissait toujours par convaincre de la pertinence, mais également de la profondeur de ses mots qu'il transmettait lui-même dans cet accent fort parlant camerounais qui lui permettait d'exprimer l'affection et l'infinie tendresse qu'il disait avoir pour ceux-là, qu'il disait aimer. Et il est vrai que sorti de sa bouche à lui, c'est que les sentiments exprimés devraient être là et bien présents. Homme de principe, qui avait une haute et infinie idée de lui et de lui-même. Il s'investissait totalement, mais entièrement, dans tout ce qu'il faisait, avec une réussite rare, tant il était en attente de la perfection qu'aucune autre plume que la sienne, aucune autre réflexion que scientifique ne pouvait à ses yeux l'emporter. Aucun tact, aucun talent, aucune malice, aucun subterfuge, aucun faux fuyant.
il était cash et s'exprimait nettement, sans détour. Comment aurait-il introduit ce sujet s'il avait été là ce matin avec nous, parmi nous, à ma place, pour introduire la question du droit des investissements en Afrique, de son évolution, de son adaptation parallèlement à celle de l'arbitrage, ce mode de règlement des litiges encore mal perçu, mal maîtrisé par des professionnels originaires du continent qui le réclament alors même qu'ils ne sont pas toujours là où il faut pour faire ce qu'il faut en termes de bonne réponse à l'arbitrage. Je sens sa révolte chaque fois qu'il fallait pointer du doigt une défaillance des gens du continent, donc de nous. Il ne supportait pas et comprenait de moins en moins les longues palabres comme au village, puisqu'il estimait que tant qu'à faire, valait mieux être dans l'endroit qu'à l'envers, plutôt dedans que dehors, avec le monde qu'en dehors du monde. Il était comme ces savants qui ne supportaient que la couleur, l'origine, la pauvreté soient les motifs d'explication d'une défaillance. Un tel raisonnement lui était insupportable, mais également inadmissible. Ses étudiants reconnaissaient cette exigence à leur maître, et les moins efficaces parmi eux devraient supporter ce courroux du maître. Seuls les plus téméraires, les plus perspicaces et les plus engagés finissaient par entendre du maître, le comprendre, et pour les meilleurs, lui ressembler. Croyez-moi qu'il y en a peu qui finissaient par lui ressembler. Il était unique, il était seul, tout seul, presque seul. Il est insupportable d'entendre les uns solliciter les investisseurs pour bénéficier de leurs investissements en avançant un cadre juridique mirobolant. Les communautés juridiques, les communautés judiciaires, les zones franches, les unions monétaires, les communautés économiques offrent une armada d'avantages divers et variés. Ils vendent des cadeaux fiscaux qui exonèrent souvent jusqu'à la TVA pour ou sur certains produits. Des exonérations douanières comprenant tout un volet fiscal lié au cordon douanier, le contrôle des changes, les ouvertures de comptes bancaires en devises et la possibilité de les rapatrier, les revenus sont des atouts. Les impôts sur les revenus sont reportés en raison de l'existence des conventions de non-double imposition, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, le statut des salariés, les conventions entre les administrations de sécurité sociale, d'aide sociale, de protection sociale, tout y passe. Sans compter que d'un pays à l'autre, d'une implantation à une autre, d'une fille à la mère, d'une mère à la grand-mère, les comptabilités ne sont pas toujours consolidées parce que non consolidables. L'incidence sur la fiscalité n'est pas moindre puisque les lois fiscales sont jalouses les unes vis-à-vis des autres. Elles ont tendance à se protéger les unes contre les autres et les investisseurs sont ceux-là qui en pâtissent. Lui, le féru de droit public et de droit public international, y a non seulement réfléchi et a commencé à dresser des pistes et pas des moindres. Il savait parler des défis énergétiques et de leurs incidences sur le droit international. Les questions énergétiques ne sont pas les moindres en matière de droit des investissements dans un continent qui est en manque crucial. Dans un ouvrage qu'il a écrit à ce sujet, il a étudié et mis en exergue l'impact du défi énergétique sur les notions essentielles du droit international.
la souveraineté, les investissements, le droit des organisations internationales, la construction européenne et pourquoi pas africaine, l'environnement et les droits de l'homme. Tout y passe, tout est passé. Imaginez les conséquences néfastes de l'occupation des terres et des sols dans le continent. Imaginez les déplacements des populations et leur réinstallation. La raison tenant le plus souvent à l'installation d'une mine, d'un champ, d'une centrale, et quelle centrale? Des procédures d'expropriation sont menées presque à la va-vite pour le compte et au profit de l'investisseur. C'est aussi ça le continent. Les lois existent formellement, elles sont même appliquées, mais à la carte, et très à la carte. Adapter les investissements? Peut-être. Adapter la loi? Sans doute. Changer les esprits et les mentalités? Voilà une évidence. S'il était là, sans doute qu'il aurait proposé de faire changer d'état d'esprit à tous ceux-là qui sont chargés d'appliquer les lois là-bas dans le continent. Il aurait sans doute demandé de tout mettre en œuvre pour arrêter et faire arrêter ces gens qui en font à leur tête et demandent le plus souvent aux investisseurs ce que la loi n'a pas dit et ne dira jamais. La fraude, la manigance, la corruption, les abus de droit sont ces tares qui anéantissent l'investissement et découragent l'investisseur dans le continent. Dans l'avant-propos du colloque Droit international et développement organisé par la Société française de droit international à l'Université de Lyon 3, Jean Moulin, du 22 au 24 mai 2014, il disait qu'en définitive, au-delà du mythe du développement par le droit, il est rassurant de constater que l'analyse juridique, dans les subtilités de sa dynamique, reste au cœur de la compréhension de cet enjeu majeur du nouveau siècle. Il avait presque tout dit. Dans une thèse de doctorat en droit public soutenue sous sa direction sur le sujet, l'application effective du droit communautaire en Afrique centrale, il apparaît, aux yeux de cet auteur-là, que la réussite du processus d'intégration régionale dépendait essentiellement de sa réception et de sa sanction dans les ordres juridiques internes. L'auteur de cette thèse, qui était soutenue sous la direction de celui dont je parle, le maître, entrevoyait déjà comme une crainte l'ineffectivité des règles communes dans les États parties. Selon l'auteur de cette thèse, les États parties peuvent refuser de tirer toutes les conséquences du transfert des compétences qu'ils effectuent librement au profit des organes communautaires. S'agissant précisément de la CEMAC, pour l'auteur de cette thèse, celle-ci peine aujourd'hui à trouver le juste équilibre entre les objectifs des organes communautaires. Enfin, l'auteur constate que s'agissant de l'OHADA, cette dernière institution arrive, quant à elle, dans un environnement aussi difficile que celui de la CEMAC, à tracer une voie qui est porteuse d'espoir. Il nous est arrivé quelquefois, professionnels du droit, de formation plutôt et de tendance de droit privé, de penser, de croire et de dire au sujet du droit OHADA ou de la communauté OHADA qu'il s'agissait d'un droit communautaire. Il ne manquait pas une seule occasion de rectifier, d'indiquer que l'OHADA n'était pas un droit communautaire, mais plutôt un droit régional. Il est vrai que l'objectif du droit communautaire, je parle sous le contrôle des publicistes, est d'harmoniser les législations nationales ou même de les coordonner. Selon les cas, il complète le droit propre à chaque État ou le remplace dans le respect du principe de subsidiarité. Selon le principe de l'Union européenne, n'intervient que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés
de manière suffisante par les États membres. Mesdames et messieurs, est-ce le cas de l'OHADA? On s'interroge. Avec lui, on s'interroge. Toujours est-il que depuis sa création, une dizaine d'actes uniformes régissant les domaines variés, aussi bien divers, sont entrés en vigueur déjà. Le droit de l'arbitrage est l'une de ces matières. Il a été révisé et modernisé assez récemment. Il englobe désormais les sujets relatifs à l'investissement. Ce droit a-t-il été adapté? Je n'en suis pas sûr. A-t-il besoin d'être adapté? Des efforts énormes ont été faits et continuent encore d'être faits sans que les retombées n'en soient plus perceptibles. La panne ne réside pas toujours dans le texte, sans doute, mais dans la manière de l'appréhender par la pratique et surtout dans la façon de la mettre en œuvre par les juges. Mesdames et messieurs, l'encadrement judiciaire de l'arbitrage et de l'arbitrage d'investissement est la condition sine qua non pour assurer à l'arbitrage son plein essor. Ce mode de règlement des litiges repose en premier sur la liberté. Elle est l'expression de la volonté des parties opposées dans un litige. Celles-ci entendent bien garder la main sur leur procès en l'assujettissant au droit de leur choix, lui appliquer la procédure qu'elles ont choisie, le temps qui lui imprime, le lieu où elles entendent débattre, les personnes les meilleures qu'elles auront choisies en raison de leurs critères de capacité, de compétence, mais également de régularité à tout va. Le maître que nous saluons ce matin était un adepte de la liberté des parties opposées dans un litige. Dans cette autre thèse qu'il a dirigée, s'est posée la question de l'état d'accueil dans l'arbitrage CIRDI. Pour l'auteur de cette thèse, élève de son maître, l'état d'accueil de l'investissement est, dans l'arbitrage CIRDI, un justiciable soumis, au même titre que l'investisseur étranger, à la rigueur du droit applicable, à la procédure comme au fond. L'auteur de la thèse ne nie pas l'évidence qu'un certain déséquilibre est pourtant révélé, notamment par les développements récents de l'arbitrage transnational relatif à l'investissement et plus précisément à l'arbitrage CIRDI, l'investissement de l'arbitrage CIRDI. Au sujet de la protection de l'état d'accueil, l'auteur estime que c'est au double plan procédural et substantiel qu'il convient d'examiner les droits dont bénéficie ce dernier. Compte tenu de ses propres obligations internationales, l'articulation de ces droits avec ceux des investisseurs apparaît à la fois nécessaire et difficile, à raison notamment de l'imprécision des traités d'investissement. On constate aujourd'hui que de plus en plus d'États signent des traités bilatéraux d'investissement les uns avec les autres sans jamais prendre en considération l'environnement qui est le leur. Il en conclut que le traitement arbitral de la liberté normative de l'État est l'objet de toutes les préoccupations. Ce sont là des débats nouveaux, des débats vastes que le maître que nous célébrons aujourd'hui savait bien susciter. Permettez-moi simplement d'évoquer cette dernière thèse sur la valorisation des investissements télécoms en Afrique subsaharienne, qu'il a aussi dirigé. L'auteur de cette thèse, l'élève, sous le regard de son maître, a posé deux problématiques essentielles qui ont été peu explorées jusque-là dans la littérature économique et managériale. Les méthodes d'évaluation des opportunités d'entrée et d'investissement par un opérateur télécom international, le cas du continent africain comme destination de ces investissements qui fait l'objet de beaucoup d'intérêt de la part des grands opérateurs internationaux. Le sujet des télécoms est une réalité en Afrique. La thèse porte sur les investissements étrangers en Afrique dans le secteur des télécoms et s'intéresse essentiellement à deux modes d'entrée, l'acquisition d'une licence qui n'est pas un sujet mineur, mais aussi le rachat d'un opérateur qui, lui, est déjà installé en matière de télécommunications.
La thèse dont je vous parle a tenté de montrer dans quelle mesure les facteurs locaux liés au pays d'accueil de l'investissement et à son marché télécom local ont un impact sur la valorisation de ces investissements en Afrique subsaharienne. La thèse couvre la question de l'intérêt stratégique de ces investissements, les méthodes pour estimer ces opportunités, ainsi que la nature des différents acteurs à considérer dans cette estimation. Une base de données a été développée qui rassemble les transactions effectuées sur les principaux opérateurs multinationaux en Afrique subsaharienne sur la période de 2000 à 2010 que couvre la thèse. Plusieurs analyses quantitatives ont été menées à partir de cette base de données afin d'identifier notamment les déterminants des prix de ces transactions, sujet majeur en Afrique. La thèse montre le manque de régularité et de rationalité dans les prix des transactions du secteur télécom sur le continent. Mesdames et messieurs, voici tout ce qui était Stéphane Doumbé-Billé, un professeur qui savait parler des choses et l'autre. Il se battait pour faire avancer, faire aboutir ses projets et ses idées. Il pouvait apparaître virulent et développer son hypersensibilité face à l'injustice. Il était aussi un enseignant, un pédagogue, un chercheur, un directeur de thèse, un collègue pour les uns, un ami pour les autres, mais tous lui reconnaissent sa finesse, la gentillesse et la délicatesse, sans compter l'attention dont il avait si besoin lui-même et qu'il était capable de donner à son prochain. L'Université de Lyon et toutes les universités qui l'ont accueilli tout le long de sa carrière sont toutes remplies parce que, pour votre information, Stéphane Doumbé-Billé a à ce jour dirigé une 50aine de thèses. Il a été président de jury pour 12 thèses au moins. Il a été rapporteur pour 9 thèses au moins et il a été membre du jury pour 5 thèses au moins. Tout ce monde qu'il aura connu le pleure et pleure l'homme exceptionnel qu'il était. En face de vous, j'ai envie moi aussi de pleurer. Mais bien évidemment, ce n'est ni le lieu, ni le moment, ni l'occasion. Juste évoquer un élément très personnel qui m'a lié à Stéphane Billé. J'ai, dans ce cabinet, revu Stéphane, que je n'avais pas revu depuis 14 ans. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était voyant. Et totalement voyant. Et quand je l'ai revu ici, je ne me doutais pas 2 secondes qu'il avait perdu la vue. Je l'ai chahuté comme j'ai l'habitude de le chahuter, et je le voyais un peu lent dans ses réactions, un peu lent dans sa détente, et un peu lent dans son déplacement. Je me retourne, je lui demande, mais Stéphane, tu te sens pas bien? Il écrase une larme, il me dit, Mamadou, sais-tu que j'ai perdu la vue? Je le regarde, j'ai dit non, première nouvelle. Sais-tu que j'ai perdu la vue chez toi au Mali? Je dis non. Deuxième nouvelle, sais-tu que j'étais coincé à l'hôtel Radisson au moment des attentats? Je dis non. Troisième nouvelle. Moi qui suis, et c'est pas toujours connu, fils d'aveugle. Je suis né quand mon père avait 27 ans et il venait de perdre la vue quand je n'avais que 3 mois. Les esprits m'ont raconté que j'étais dans ses bras, qu'il était en train de m'embrasser et qu'il s'est plaint de ne plus rien voir. En souvenir de cette vie que j'ai connue, parce que mon père a vécu avec moi jusqu'à ce que lui aussi rejoigne l'au-delà, je n'ai jamais eu le sentiment d'être le fils d'un aveugle. Je n'ai jamais eu le sentiment que mon père se plaignait de quoi que ce soit. J'ai essayé de passer ce message à Stéphane
parce que simplement, Stéphane était un homme merveilleux. J'ai aimé et apprécié cet avant-propos dans les mélanges qui lui ont été dédiés. Malheureusement, qu'il n'a jamais pu prendre dans ses mains. Il est dit ceci, et merci aux auteurs. Ce recueil de contributions scientifiques dédié au professeur Stéphane Doumbé-Billé est un témoignage collectif d'estime, de reconnaissance et d'affection de la part d'amis, de collègues et d'étudiants qui ont tenu à rendre hommage à son œuvre riche et variée, d'universitaires et d'acteurs généreusement investis dans diverses sphères du droit, notamment le droit de l'environnement, le droit international et les droits de la personne. Adepte du métissage de ces disciplines, il a singulièrement contribué à la conceptualisation juridique du développement durable et à son intégration comme dimension clé du développement durable, comme dimension clé aussi bien du droit de l'environnement que des droits humains. Resté fidèle à ses racines camerounaises, Stéphane Doumbé-Billé a choisi la France pour y entreprendre sa carrière de professeur d'université qu'il a menée d'abord à Toulouse, puis à Limoges, puis à Boulogne-sur-Mer, enfin à Lyon, où il a dirigé le Centre de droit international. Au-delà de l'Hexagone, ses activités ont particulièrement rayonné au sein de la francophonie et spécialement dans le continent africain. Il s'y est fait le chantre et l'avocat du droit de l'environnement, non seulement au plan académique, en l'enseignant dans de multiples universités, du Caire à Dakar, de Hanoï à Tunis et Yaoundé, en passant par Alexandrie, Cotonou, Douala, Lomé, Ouagadougou, j'en passe. Il a été aussi l'artisan et le défenseur du droit sur le terrain diplomatique, en mettant son expertise au service des législateurs et négociateurs nationaux, ainsi que des forums et organismes internationaux. Les présents mélanges ressemblent les contributions de 66 auteurs, et pas des moindres, provenant de pas moins de 18 pays. La diversité et l'actualité des thèmes abordés sont à l'image de la densité et de la diffusion du legs pédagogique et scientifique de leurs dédicataires. Mesdames et messieurs, ma très chère Blandine, j'ai voulu parler de ton mari, qui n'est plus, mais qui n'est plus jamais loin, parce que simplement, sa mémoire, son esprit et ce corps vont continuer de nous hanter et de nous hanter pendant très, très longtemps. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être invité ici par l'Académie africaine de la pratique du droit international pour le colloque ce matin sur l'évolution et l'adaptation du droit des investissements et de l'arbitrage en Afrique. C'est également une occasion particulièrement triste, mais tout à fait spéciale, où nous nous retrouvons pour rendre hommage à l'un de nôtres, feu le professeur Doumbé-Billé, qui a été un pilier du développement du droit international. En effet, l'Union africaine a eu le privilège de bénéficier de ses vastes connaissances à travers ses diverses contributions. À titre personnel, j'ai eu le plaisir récent de rencontrer et d'écouter le professeur Doumbé-Billé dans un colloque en novembre dernier à Tunis. J'avoue avoir été impressionné par la qualité de sa réflexion. Je tiens également à rendre hommage à son épouse présente parmi nous. Son soutien au professeur Doumbé-Billé a certainement contribué au rayonnement et à l'excellence des travaux du professeur. Je tiens enfin à remercier les organisateurs pour leur invitation, particulièrement Maître Jean-Baptiste Alimana
ainsi que le cabinet guide pour arbitrer cet événement. En tant que conseillère juridique de l'Union africaine, j'accorde une attention particulière au genre de rencontres comme celle-ci. Je suis ainsi venue avec mes collègues Dr Guy Fleury et Mademoiselle Bethlehem Arega, que vous pourrez rencontrer et bénéficier de leur expertise. Ils sont plus experts de ce sujet que moi. À cet égard, je vous souhaite de fructueux travaux ainsi qu'une bonne journée de réflexion autour de ce beau thème de l'arbitrage et des investissements en Afrique. Et je vous remercie.